Bonsoir à tous. J'aimerais démarrer cette conférence par mentionner le fait que dans le monde, 80% de l'énergie est fossile. On peut s'intéresser par exemple au cas de l'Europe et notamment sur l'énergie fossile. Il y a de très fortes dépendances envers d'autres pays. On peut penser par exemple au gaz russe. L'idée, c'est donc ici de retrouver en partie une certaine souveraineté. Et donc, pour nous éclaircir sur ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Ozano. Mathieu Ozano, vous êtes journaliste de formation, spécialiste du pétrole, et vous avez notamment écrit un essai Or Noir, la grande histoire du pétrole. Et vous êtes également directeur du think tank The Shift Project. Après cette conférence intitulée « Reconquérir notre souveraineté grâce à une stratégie robuste de décarbonation », nous aurons le droit à une séance de questions-réponses. Je vous laisse avec Mathieu Ozano. Bonne conférence. Merci beaucoup et merci de me faire l'honneur de m'inviter à nous. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir et l'honneur d'intervenir ici. Je vais vous expliquer, je vais essayer de... On est un peu intime. Bon, j'ai compris qu'on était avant le match de foot, donc la concurrence est pas si vive que ça. Mais bon, comme on est un peu entre nous, vous n'hésitez pas à m'interrompre, s'il vous plaît. C'est un plaisir pour moi bien davantage d'interagir que de vous faire un monologue qui risquerait de vous assommer. Autre point liminaire, mes slides, mes diapositives sont en anglais parce que c'est une présentation que j'ai développée pour un public bruxellois, plutôt européen. Et donc, voilà, donc j'espère que ça ne vous posera pas de difficultés. Si ça en pose, n'hésitez surtout pas. Je vais vous... Alors, attendez, hop. Tac. OK. Je vous explique un petit peu d'où je parle dans un premier temps. Alors, merci pour la présentation, vous avez dit l'essentiel. Je vais simplement quand même m'attarder un petit peu dessus. D'abord sur ce que c'est que le Shift Project et qui je suis moi. Donc le Shift, vous avez certainement entendu parler de Jean-Marc Jancovici, qui est le créateur et qui préside toujours cette association d'intérêt général. Donc le Shift, je viens de le dire, c'est une association d'intérêt général. Notre façon de servir l'intérêt général, c'est de tâcher de lancer des conversations cohérentes sur la transition énergétique ou sur la sortie des énergies fossiles, pour être plus explicite. Donc on se donne pour objectif d'éclairer et d'influencer les débats sur cette transition bas carbone. Vous l'avez dit, moi je suis le directeur du Shift, qui aujourd'hui rassemble une trentaine de collaborateurs salariés, plus quelques dizaines de chefs de projet, experts qui rentrent, qui sortent en fonction des projets qu'on développe. Et à côté de ça, donc c'est une association qui est financée par des entreprises essentiellement. La vocation du Shift, c'était d'être un club de réflexion initial de Jean-Marc Jancovici, c'était d'être un club de réflexion d'entreprises réfléchissant à l'évolution de leur modèle d'affaires dans un monde qui se décarbone, soit parce qu'elles sont d'emblée du côté des vainqueurs comme EDF ou la SNCF qui font partie de nos membres fondateurs, soit parce que voilà, elles réfléchissent à ce que c'est ou elles font des expériences sur ce que ça peut être une stratégie gagnante dans leur métier, dans un monde en chemin vers une sortie des énergies fossiles. Je précise que ces entreprises qui nous financent sont pour certaines membres du Shift, mais qu'elles sont membres tout en étant minoritaires au conseil d'administration vis-à-vis des personnalités qualifiées comme Jean-Marc Jancovici et quelques autres, qui à titre bénévole constituent le bureau et la majorité du conseil d'administration qui oriente donc la stratégie qu'on poursuit pour tâcher d'éclairer et d'influencer les débats sur la transition bas carbone. Éclairer et influencer, comment on fait ça? Eh bien, on s'auto-saisit de manière, en tout cas, souveraine au sein du conseil d'administration, et puis on est
évidemment, avec l'équipe salariée, on est constamment en train d'échanger sur les sujets qui nous paraissent à la fois clés et sous-documentés ou mal documentés lorsqu'il s'agit d'aborder la mise en œuvre, ici et maintenant, d'une sortie des énergies fossiles pour l'économie française et, si possible, pour l'économie européenne, puisque vous allez le voir, de notre point de vue, au sein de l'Europe, hors Russie, on est essentiellement dans le même bateau. Du point de vue de notre... je vais y revenir. Sur ce point clé de ce que je veux vous raconter ce soir. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'utile sur le Shift? Non, si, autre particularité du Shift, il y a une seconde association sœur, avec des représentations croisées avec le Shift, qui, elle, est beaucoup plus classique, au sens où elle ne rassemble que des personnes. Il n'y a pas de membres financeurs, personnes morales, plus des personnes physiques. Là, ce ne sont que des personnes physiques, c'est-à-dire que c'est une association classique. Ça s'appelle les Shifters. Ils sont très nombreux et ils sont très sympas. Ils sont organisés par thème et par territoire. Regardez, peut-être que je ne sais pas, il y en a peut-être, il n'y en a pas ici ce soir des Shifters. Ah, bravo. Donc voilà, c'est à lui poser toutes les questions utiles. Voilà. Ils sont 30 000. Le Shift veut éclairer et influencer les débats sur la transition bas carbone ici et maintenant dans notre société telle qu'elle est, pour le pire et le meilleur, faite. Et donc, clairement, on a aujourd'hui une feuille de route qui est axée sur les prochaines échéances électorales et à commencer, ou pour finir, avec les présidentielles de 2027 en point de mire. Voilà ce que je peux vous dire sur le Shift. Moi, beaucoup moins intéressant... Ah non, attends, avant de parler de moi brièvement... Un élément important à retenir sur le Shift, c'est notre prisme. La manière dont on pose le problème de la sortie des énergies fossiles. Je vais y revenir longuement, mais retenez ça peut-être en préambule. On considère qu'on n'a pas une excellente raison de sortir des énergies fossiles, j'ai nommé le climat. On considère qu'on en a une seconde, cumulative, qui tient au caractère fini, épuisable, tarissable de toute ressource finie, et notamment des sources d'énergie, pétrole, gaz, charbon, j'ai nommé les énergies fossiles, carbonées, qui ont, on l'oublie trop souvent, même aujourd'hui, vous allez voir pourquoi je dis ça, qui sont tarissables. Pour nous, c'est deux raisons cumulatives. J'aime bien, parce que je suis littéraire, faire référence à Charybde et Scylla. La transition, la sortie des énergies fossiles, pour moi, c'est une navigation dans le détroit de Messine, entre le tourbillon, je ne sais jamais si c'est Charybde aussi, là, je crois que c'est Charybde le tourbillon, qui est le dérèglement climatique, et le rocher de Scylla, qui s'appelle le pic pétrolier. Je vais y revenir. Voilà. Donc ça, c'est à retenir, parce que c'est quand même une caractéristique très originale du Shift. Il y a très peu de recherche, et vous allez vous comprendre pour une raison qui est toute bête. L'atmosphère n'appartient à personne, donc n'importe qui peut faire des mesures de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, jusqu'à présent, en tout cas, même avec le thermomètre qui est en train d'essayer de péter M. Trump. Les données sur les réserves géologiques de ressources, quelles qu'elles soient, sont en général au mieux des secrets commerciaux et très souvent des secrets d'État. Il n'y aura jamais un audit sur l'état des réserves pétrolières de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. Ceux qui s'y sont frottés s'y sont piqués. Voilà. C'est cette raison fondamentale, toute bête, qui fait qu'il n'y a pas de recherche. Il y a très peu de recherche. Il y a de la recherche et il y a une littérature académique sur la question du tarissement, de la date à partir de laquelle les ressources tarissables, et en particulier les plus critiques que sont les hydrocarbures, se cognent à des limites physiques. Il y a de la recherche académique, mais elle est toute petite, pour une raison qui est très simple, c'est que le ticket d'entrée de ces données-là
Nous, le Shift, on a travaillé là-dessus grâce à un financement du BRGM, de RTE et du ministère des Armées. Et on a quand même cassé notre tirelire pour avoir une licence pour accéder à des données qui sont des données d'intelligence économique dont la facture se paye avec des licences qui se payent plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Juste pour avoir un petit aperçu que je vais vous montrer sur ce que nous on appelle la seconde contrainte carbone. Vous m'arrêtez à n'importe quel moment, avec plaisir, s'il y a des trucs qui vous gratouillent ou qui vous chatouillent, dans ce que je suis en train de dérouler. Ouais, l'impact du Shift, bon, je vais aller un peu plus vite. L'impact du Shift, on a un impact significatif sur le débat en France et en Europe. Là, il est résumé. Je pense qu'on peut arguer le fait qu'on a contribué largement à assainir le débat sur la sempiternelle opposition nucléaire versus renouvelable. Je ne vais pas m'étendre sur le comment ni le pourquoi, mais on a largement contribué à montrer que ce débat était l'arbre qui cache la forêt, notamment parce que vous avez expliqué, monsieur, en introduction, je ne vous vois pas, qui est que 80% de l'énergie qu'on consomme, ce n'est pas de l'électricité. Ce sont des énergies fossiles, ou en tout cas, une part de cette électricité dans le monde et en Europe aussi est générée à partir de charbon ou de gaz. Donc ça, on a quand même, auprès des experts, on a contribué à travers RTE en organisant de façon très proactive et très pensée stratégiquement un assainissement du débat, au moins du débat des experts, et je pense qu'on peut revendiquer qu'on a largement contribué à aller au-delà de cet arbre qui cache la forêt, qui est un arbre important, mais qui masque une forêt. On a eu un impact au moment de... Je disais qu'on se calait sur les échéances électorales. On a en 2022 publié un plan de transformation de l'économie française. En fait, c'est 15 travaux sectoriels qui, très en aval de la production énergétique, c'est-à-dire on a travaillé sur la santé, on a travaillé sur la culture, depuis on a travaillé sur le sport. Voilà. On est allé assez loin en aval des systèmes énergétiques. On a tâché de décrire, non pas en euros, mais en tonnes, en joules et en gens, en bons hommes ou bonnes femmes. Qu'est-ce que ça pouvait être ici maintenant, une organisation différente de l'industrie, de l'agriculture, des transports, sujet évident, mais qui dépasse déjà l'arbre qui cache la forêt dont je vous parlais, mais également l'administration publique, mais également la culture, la santé, depuis le sport, pour qu'ils fonctionnent, pour que ces organes vitaux de la société remplissent leurs fonctions vitales, plus ou moins vitales, en se passant de pétrole, de gaz et de charbon. Ce plan de transformation de l'économie française a eu un impact direct sur la création d'une très belle institution qui aura fait long feu, qui s'appelle le Secrétariat général à la planification écologique. Ce secrétariat général est rattaché au service de Matignon et il a documenté, en mettant beaucoup plus de moyens que ceux dont on a à disposition au Shift, mais en employant fondamentalement ce prisme que je vous ai décrit, et à renforcer, préciser et aggraver bien souvent le diagnostic et poser un certain nombre de jalons thérapeutiques pour concevoir une transformation non seulement du cœur du système, mais également de l'organisation des organes vitaux, agriculture, industrie, transport, etc., de notre grand organisme complexe qui s'appelle l'économie française. Je disais que ce truc-là a une vie courte, ce qui est souvent le cas malheureusement dans les cycles politiques. Je vous la fais courte, mais globalement, mon point de vue aujourd'hui, c'est que le diagnostic a été tellement bien posé par les services de Matignon, qui ont mobilisé en fait beaucoup d'expertise dans tous les grands ministères. Ils ont tellement bien décrit l'obstacle historique, tragique, qu'il nous faut enjamber si on veut se porter dans une économie débarrassée du pétrole, du gaz et du charbon. Ils ont tellement bien décrit l'obstacle qu'on a eu droit à un magnifique refus d'obstacle de la part des responsables qui étaient en charge de
prendre le diagnostic de ce secrétariat général à la planification écologique et d'en tirer les conséquences. C'est la vie, c'est assez classique, et ça ne veut pas dire que il faut baisser les bras. Parce que, notamment, ou primairement, de notre point de vue au Shift, on n'a pas une excellente raison éthique qui s'appelle le climat, on a une seconde raison pratique qui s'appelle le tarissement, le caractère tarissable des ressources d'énergie fossile, qui fait qu'on est face à une évolution qui est inexorable. Donc nous, ce qu'on fait valoir, c'est que face à une évolution inexorable, on dérive entre Charybde et Scylla, qu'on le veuille ou pas, si vous me suivez la métaphore, ben, la première nation, ou le premier groupe de nations qui sait naviguer correctement pour franchir le détroit de Messine, non seulement vis-à-vis du climat, marquera l'histoire à jamais, c'est un fait. La première nation ou le premier groupe de nations qui sera capable de montrer ici et maintenant qu'on peut fonctionner sans énergie fossile marquera l'histoire à jamais. Mais en plus, d'un point de vue, donc ça c'est la dimension éthique, mais d'un point de vue pratique, très égoïste, on pourrait dire, risque fort face à cette évolution, une telle évolution inexorable, de se bâtir ce qu'on appelle en économie des avantages comparatifs absolument inouïs depuis la révolution industrielle. C'est une politique de redéveloppement qu'il faut arriver à, pour laquelle on a besoin d'un bon diagnostic, d'un diagnostic correct, suffisamment correct pour mettre en œuvre, prenez l'image que vous préférez, une thérapie ou un plan de navigation adéquat. Voilà, donc ça fait partie des choses. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. On a documenté, je disais, très en aval du système de production énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant très bien compris, que, en fait, quand on parle de transition énergétique, on ne parle pas juste d'électricité, on ne parle pas même juste de soi-disant production, vous savez très bien qu'on ne produit pas l'énergie, mais qu'il n'y a pas de... C'est pas un problème simplement de production énergétique, c'est un problème d'organisation systémique d'un grand organisme complexe qui a un cœur, mais qui a un rein, des reins et un foie plutôt. Et que donc il faut parler aussi la santé. Typiquement, on a fait le premier bilan carbone de la santé, on s'est aperçu que le système de santé, c'est un dixième, c'est de l'ordre d'un dixième des émissions de CO2 d'un pays comme la France. Cette information n'existait pas. On vient de publier, je vous invite à la regarder, une note qui mesure l'énergie grise embarquée par la consommation française. L'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est embarquée dans la production, transformation des biens et services que l'on consomme en France. Eh bien, cette métrique-là, croyez-le ou pas, plus d'un quart de siècle après les premiers accords sur le climat, on ne l'a pas. On ne l'avait pas. Donc c'est difficile d'envisager une navigation saine au milieu des rochers ou d'envisager une thérapie compliquée si on n'a pas les éléments basiques du diagnostic. Qu'est-ce qu'on consomme directement comme énergie, mais qu'est-ce qu'aussi, où se trouve l'énergie incorporée, l'énergie fossile en particulier, incorporée dans les biens et les services qu'on consomme. Voilà. Donc on a un certain impact intellectuel aujourd'hui sur le débat en France, un peu en Europe. Je ne m'étends pas là-dessus, mais on commence à avoir les moyens de se faire entendre en Europe, notamment parce qu'on est audible, on a gagné. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est le think tank de référence auprès du gouvernement français, auprès de pas mal de décideurs économiques français, auprès des médias, quand on parle de transition bas carbone. Et voilà, ça porte des fruits essentiellement symboliques aujourd'hui ou intellectuels, mais on ne désespère pas d'avoir un impact concret. Alors moi, en 2 mots, vous l'avez dit, je suis ancien journaliste. Je travaillais notamment au Monde et à Arte, au Canard enchaîné. C'est moi, je ne dis pas, mais disons que pour me présenter en 2 mots, j'ai pris une grosse baffe comme jeune journaliste avec l'invasion de l'Irak. Peut-être que vous n'étiez pas né, si quand même. 2003, bof, hein. Ouf, oups. Moi, je démarrais ma carrière et je me suis dit qu'il y avait un truc que je ne comprenais pas au film. Qu'est-ce que c'était le mobile de cette invasion de l'Irak par les États-Unis et ses alliés et leurs alliés en 2003. Je vais y revenir.
Voilà. Donc j'ai beaucoup bossé, d'abord comme journaliste, sur toutes les problématiques où se croisent écologie et économie, où se croisent énergie et puissance. Je vais y revenir. Vous avez remarqué que je parle fondamentalement, ou pas peut-être, mais je le souligne, je parle de la même chose. Quand je parle d'écologie et d'économie, on peut regarder un peu l'étymologie, mais il y a un truc qui est un sous-ensemble de l'autre. L'économie, a priori, c'est un sous-ensemble de l'écologie, si on regarde les choses d'un point de vue simplement sémantique. Et quant à énergie et puissance, c'est pas à vous que je vais faire l'insulte de vous dire que c'est la même chose, ou plus précisément que la puissance est une effectuation d'un stock d'énergie dans un rapport au temps. Si je le dis en termes profanes, ce que je suis, parce que vous avez compris, je suis un littéraire. Ok ? Donc ça, c'est le plan de transformation de l'économie française. Si ça vous intéresse, 11 €, je crois, chez tous les bons livraires, peut-être dans votre bibliothèque également. C'est un résumé. On en a vendu 100 000. Je dis ça, c'est pour moi, peut-être c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je viens du monde de l'édition. Arriver à vendre 100 000 exemplaires d'un ouvrage technique et collectif, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça prouve que les gens s'intéressent. La BD de Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez sans doute, ça a été le best-seller. Il n'y a pas un manga, il n'y a pas un bouquin de Marc Lévy qui s'est vendu plus que sa BD en 2003. Donc, bon, ça veut dire que si Vox Populi, Vox Dei, il y a quand même des gens qui ont les oreilles et les yeux, en tout cas qui ont envie de comprendre. Voilà. J'ai été un peu long sur cette introduction d'où est-ce que je parle. Et maintenant, on va rentrer un peu dans... en fait, vous avez vu là, j'ai usé et abusé de l'analogie avec la médecine, diagnostic, thérapie. Je vais encore plus en user, en abuser. Je vais vous expliquer comment, en détail, comment est-ce qu'on pose nos diagnostics au Shift Project, et du coup, comment est-ce qu'on aborde la thérapie. Alors, cette relation énergie-puissance. Encore une fois, je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer le lien. L'embêtant, c'est que dans les affaires humaines, ce lien est, en particulier en France, où on a fâcheuse tendance à croire aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand, on oublie un petit peu on oublie un peu cette phrase très pragmatique, très concrète, au pays où les ingénieurs sont rois, pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire en Chine, que l'énergie a une relation compacte, le pétrole en particulier, à tout seigneur, tout honneur, le pétrole a une relation compacte avec la puissance politique, économique et militaire d'un pays. Ça, c'est écrit à l'entrée du musée chinois du pétrole. La découverte du pétrole, vous ne le savez peut-être pas, mais la Chine est un producteur pétrolier important, très important. Et la découverte du pétrole en Chine a eu un rôle absolument décisif dans l'essor industriel de la Chine. Et donc, ce qu'il y a derrière cette phrase, rigoureusement, c'est ça. C'est l'identité, 1 watt égale 1 joule par seconde. Donc ça, pour vous, je suis en train de dire pire qu'une banalité, une espèce de truisme. Mais pour un politique, notamment, ou pour des gens qui sont éloignés de la culture scientifique, c'est tout sauf évident. Sauf dans certaines cultures qui n'ont jamais perdu ce lien de vue entre cette donnée fondamentale qui est au centre du bouquin de l'histoire du pétrole que j'ai écrite, qui est même son seul et unique prisme, qui est de dire, si je veux effectuer une puissance dans notre monde bassement terrestre, est-ce que j'ai ou pas les ressources en énergie adéquates pour effectuer ce qu'un grand philosophe a appelé la volonté de puissance. Si j'ai l'énergie pour effectuer ma volonté de puissance, youpi tralala, je suis littéralement, comme dit l'expression, le roi du pétrole. Sinon, je ne suis pas le roi du pétrole. OK ? Donc, rappel des fondamentaux du diagnostic. Vous l'avez déjà dit, les 3/4 de l'énergie, des sources d'énergie que l'on mobilise pour effectuer la puissance économique mondiale au quotidien,
ce sont les énergies fossiles, carbonées, tarissables. Mais pourquoi est-ce que c'est 80%? C'est pas un méchant lobby. Enfin, y a des lobbies dans cette histoire, mais ça joue, disons, comme vous aimez bien, au second ordre, voire au troisième ordre. Fondamentalement, si les énergies fossiles, dites donc au fond là, un petit peu de chahut, ça fait du bien. Non, mais les journées sont longues pour tout le monde, hein, rassurez-vous. C'est pas grave. Où en étais-je? Ouais, si les énergies fossiles dominent autant le mix énergétique mondial, c'est parce que, pardonnez-moi le jeu de mots, ce sont les énergies faciles. Pour des raisons physiques, et là encore, je pense que je ne vais pas trop m'attarder ou pas trop vous faire un dessin, c'est ce qu'on avait de plus commode sous la main, en fait. Premier élément qui est commun à toutes les énergies fossiles, elles cumulent la fonction de stock et de flux. Ça a l'air tout bête, j'espère que je dis une évidence pour vous, ou une donnée importante pour vous, l'électricité ne se stocke pas. Le pétrole, le charbon, le gaz, si. Ça change beaucoup de choses. Dans la complexité, remarquez par exemple qu'un moteur électrique est plus simple qu'un moteur thermique. N'est-ce pas? Un moteur thermique, je répète, est plus compliqué. Plus de pièces, plus de transmission, de transformation. C'est plus compliqué. Par contre, le système énergétique pétrole est beaucoup plus trivial, beaucoup plus robuste et simple qu'un système énergétique à puissance égale délivré par de l'électricité notamment. Et ça, il y a plein de raisons, mais peut-être la raison de base, c'est que l'électricité ne se stocke pas et les énergies fossiles, c'est un stock d'énergie et donc de puissance potentielle. Voilà. Ça, c'est voilà. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas été plus malin qu'une colonie de fourmis qui tomberait sur un pain de sucre laissé par des promeneurs. Voyez, on n'a pas choisi. L'humanité n'a pas choisi les énergies fossiles. Dans l'histoire du pétrole, pendant très longtemps, vous n'avez pas de Marie Curie, vous n'avez pas de Thomas Edison. Rockefeller s'est enorgueilli pendant plusieurs décennies, donc le fondateur de la Standard Oil, censément l'homme le plus riche de tous les temps, peut-être sans doute plus riche en capital fixe que Elon Musk ou que Bill Gates. Rockefeller s'est enorgueilli pendant 20 ou 25 ans de ne pas employer un seul chimiste à la Standard Oil, qui est la mère de toutes les grandes compagnies pétrolières occidentales. On n'a pas choisi les énergies fossiles. Par contre, ces énergies faciles ont effectivement une relation compacte avec notre capacité à effectuer notre puissance. Si vous mettez production énergétique, chaque point est une année. Si vous mettez production énergétique en X et en Y, consommation, pardon, oui c'est ça, PIB mondial en dollars constants en ordonnée, vous avez un truc qui ressemble furieusement à une relation proportionnelle ou à une fonction affine, c'est comme ça qu'on dit, au gain d'efficacité énergétique près, dont vous voyez que, vu de l'espace, il ne saute pas aux yeux tout de suite, les gains d'efficacité. Autrement dit, le progrès là-dedans, finalement, pétrole, pardon, joule ou dollar, vous avez peut-être les deux facettes d'une même réalité. L'une mesurée dans une dimension physique objective, l'autre mesurée dans une dimension conventionnelle humaine, corrigée de l'inflation. Donc un reflet d'un pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'une puissance économique. Vous me suivez? Super. C'est bien on va vite avec des gens intelligents, c'est chouette. Si je dis une connerie, franchement, n'hésitez pas. Hein. N'est-ce pas, messieurs? Hein, surtout vous là-haut, hein. Comme vous êtes les plus attentifs, je compte sur vous. Hein. Ok, donc une relation compacte. Énergie, puissance. Si je veux effectuer une puissance, il me faut des ressources adéquates en énergie. C'est un truc, une fois qu'on l'a dit, je dis bah oui, oui, ok. C'est intéressant de s'y attarder un tout petit peu si on regarde l'expérience du XXe siècle, qui a été le siècle de l'essor de la puissance humaine, sans précédent. Enfin, s'il y a eu le XIXe, mais au XXe, on est allé
disons, qui a commencé avec la révolution industrielle, c'est-à-dire qui a commencé avec l'exploitation du charbon. Le grand-père des énergies fossiles. Le père étant le pétrole, et je le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, le gaz naturel n'étant que le petit frère du pétrole, hein, hydrocarbures, CnH2n+2, c'est juste la même chose. On y reviendra si vous voulez, on parlera un petit peu géologie si vous voulez à un moment donné. Ok, donc cette relation compacte, elle se voit très bien. Malheureusement, elle se voit beaucoup mieux en temps de guerre qu'en temps de paix. Parce que la guerre, ben, c'est plus spectaculaire, ça se voit mieux. En temps de paix quand même. Calvin Coolidge, le président américain des Roaring, des années 20 rugissantes. On parle des années folles, aux États-Unis, on parle des années 20 rugissantes. Rugissantes comme un moteur à combustion interne, puisque c'est l'histoire de l'automobile aux États-Unis à cette époque-là qui se passe, ou rugissantes comme le lion de la métro Goldwyn-Mayer. Sachez que l'usine à rêve a poussé derrière cette photo. Hollywood, c'est derrière Long Beach, à Los Angeles. Los Angeles, dans les années 20, c'est Kuwait City. C'est-à-dire que la mégapole archétypale du XXe siècle est une ville qui, dans ses structures, a poussé sur un puits, sur un champ pétrolier, soit dit en passant, totalement épuisé aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a des maisons, il y a autre chose. Ça a métabolisé, vous voyez, comme de l'engrais avec plusieurs cycles. Voilà. Et Calvin Coolidge, oui, bah, j'ai oublié la phrase qui est pas mal, hein. Vous la voyez, hein. Il a écrit ça aux membres de son gouvernement. Il observe ça. C'est le début, hein. Et les États-Unis sont en train de découvrir leur puissance, précisément. On ne les appelle pas encore la superpuissance. Ils sont en train de découvrir leur puissance. C'est-à-dire qu'ils sont en train de découvrir partout sur leur territoire des sources d'énergie capables de métaboliser, d'effectuer une puissance inouïe. Un peu plus tard dans l'histoire du XXe siècle, en parlant des États-Unis ou en parlant de la Russie, vous savez comment on appelait ça pendant la guerre froide? Les vieux, vous n'avez pas le droit de répondre. Comment est-ce qu'on qualifiait la Russie et les États-Unis? On n'emploie plus cette expression, c'est dommage, parce qu'en fait, elle est tout à fait fondée. On parlait des... Non. Superpuissance. Quand on parlait, pendant la guerre froide, États-Unis, URSS, on les appelait les superpuissances. L'ennui, c'est qu'on pensait tout de suite à des missiles, à des chars, etc., en oubliant toute l'énergie qu'il faut mobiliser pour produire les 10 chars et les 10 missiles, etc. Vous voyez ? En temps de guerre, ça se voit malheureusement beaucoup mieux, beaucoup plus nettement, cette relation compacte. Je vous laisse lire cette phrase qui parle d'elle-même. Donc l'invasion de l'URSS, précisément, c'était pour aller choper une puissance naturelle, une puissance énergétique qui faisait défaut à l'Allemagne nazie. Vous le savez ou vous ne le savez pas, l'Allemagne de l'entre-deux-guerres rassemblait justement la plus grande puissance de l'esprit, les plus grands... Alors, je ne vais pas parler des artistes, maudits, mais disons, parlons des chimistes, notamment. L'Allemagne, par exemple, savait synthétiser. Vous connaissez peut-être la réaction Fischer-Tropsch. Ce sont des chimistes... Ou Haber-Bosch, tiens, Haber-Bosch, c'est intéressant aussi. Ils ont trouvé des procédés chimiques pour synthétiser de l'azote, de l'ammoniac, qui a eu un tout petit impact sur l'expérience humaine, notamment sur la population, le nombre qu'on est aujourd'hui, les rendements agricoles. Et ils ont inventé plusieurs méthodes, l'hydrogénation et Fischer-Tropsch, pour produire du carburant liquide à partir de charbon. Bon, bah ça ne pouvait pas faire jeu égal. Ça ne pouvait pas faire jeu égal à un même baril produit, à une même quantité de pétrole produit par une voie de synthèse ou par une voie naturelle, si j'ose dire, via un puits de pétrole, il faut 10 fois plus d'acier. 10 fois plus d'acier dans le premier cas. Voilà. Donc, en fait, si vous pouvez regarder la Seconde Guerre mondiale comme les deux grands mouvements stratégiques de la Seconde Guerre mondiale, les deux grandes prises de risque fatidiques, Stalingrad et Pearl Harbor, comme deux mouvements de volonté de puissance qui tentent d'acquérir l'énergie qui leur fait défaut. Dans le cas de Stalingrad, vous l'avez là, c'est Bakou. L'objectif stratégique, c'est de choper
le pétrole de Bakou, qui est à ce moment-là la plus belle source d'énergie, c'est-à-dire de puissance sur le continent eurasiatique. C'est un pétrole qui est en déclin. L'autre mouvement stratégique, Pearl Harbor, consiste pour la marine impériale japonaise à repousser le plus possible, d'abord à se départir du pétrole de Los Angeles, trouver sa propre source souveraine de pétrole qui se situait en Indonésie, dans les Indes néerlandaises, qui était, sur cette partie-là du globe, la plus belle source d'énergie, c'est-à-dire de puissance, pour effectuer la volonté de puissance impériale japonaise. Dans les deux cas, comme vous le savez, ça n'a pas marché. Donc il y a des facteurs physiques sous-jacents, éminents, dans l'histoire humaine du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale, pour moi, étant le cas d'école le plus spectaculaire des limites à l'effectuation d'une volonté de puissance qui, très souvent, malheureusement, dans l'espèce humaine, ou dans plein d'espèces, est par définition, ou par nature, je ne vais pas dire sans limite, mais disons qu'il y a un ciseau entre la volonté de puissance de pas mal de nos congénères et la capacité concrète et raisonnable d'effectuer cette volonté de puissance. Alors, j'avance un peu, je suis trop long. Ça c'est important quand même. Vous avez tous entendu parler, vous connaissez tous la conférence de Yalta, naturellement. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas qui n'a jamais entendu parler de la conférence Yalta, je l'invite à aller compulser rapidement son manuel d'histoire de terminale. Ok, ce qu'on ne connaît pas du tout, c'est ce qui s'est passé une semaine après. Donc vous reconnaissez peut-être le président Roosevelt, à droite. Et au milieu, est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Ah ouais, mais là, il y a au premier rang, là, Donc c'est Ibn Saoud, c'est le fondateur de l'Arabie Saoudite. L'alliance la plus stable et la plus baroque de la seconde moitié du XXe siècle, pourquoi je dis la plus baroque, c'est-à-dire entre la société technologiquement la plus avancée, la plus riche, et un peuple qui est à l'époque un peuple nomade, vivant dans le désert de manière très fruste, eh bien cette alliance de la plus grande volonté de puissance souhaitant contrôler la plus belle source d'énergie sur toute la Terre, c'est-à-dire les champs pétroliers saoudiens, eh bien cette alliance est, on peut dire, une artère de l'organisme économique mondial qui a tenu le choc, qui a perduré jusqu'à y compris au-delà du 11 septembre, dont vous le savez peut-être, qui a été perpétré en majorité par des ressortissants du Royaume d'Arabie Saoudite. Voilà, donc ça c'est un certain nombre d'éléments pour vous donner cette vision concrète de la compacité de la relation énergie-puissance, y compris dans les affaires humaines. Okay. Des questions sur ce volet historique? Non? Alors je vous donne un dernier aperçu qui est important, qui me permet de faire le lien avec ce que j'ai appelé ce que j'ai souligné tout à l'heure, le caractère tarissable des énergies fossiles, qu'on oublie beaucoup trop, en revenant précisément sur les États-Unis. Pas au premier rang. Qui connaît la notion de pic pétrolier, ici? Qui se sentirait de se lancer dans une définition de ce qu'on entend par cette expression? Qu'est-ce que recouvre cette expression? Ouais, de manière plus générale, ce qu'on peut dire, c'est que tout stock fini, l'exploitation de tout stock fini, part de zéro, dans le temps, part de zéro, passe par un maximum, peut s'y maintenir ou pas, puis décline, jusqu'à revenir à zéro. C'est vrai pour un entrepôt, c'est vrai pour une mine de diamants, une mine de cobalt, une mine de ce que vous voulez, c'est entre autres vrai pour un champ pétrolier, ou une zone pétrolifère, ou une sphère appelée la Terre, sur laquelle il y a un stock fini de pétrole extractible dans l'état de l'art, sachant que vous l'avez vu, l'état de l'art, vous le savez peut-être, évolue, mais ne peut pas recréer un stock. Il peut exploiter plus efficacement un stock, mais il ne va pas créer du stock, vous savez ou pas, mais comment sont générées les énergies fossiles. C'est un processus géologique qui se passe dont l'échelle de temps, c'est la dizaine de millions d'années.
Donc bien au-delà de l'échelle de temps humaine. Ok. Il se trouve que les États-Unis, qui ont été et qui sont redevenus premiers producteurs mondiaux d'énergie fossile, premiers producteurs mondiaux en tout cas d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz naturel, ont connu en 1970 un pic pétrolier, un pic et un déclin de leur production qui était à l'époque la plus importante du monde de pétrole conventionnel. Vous la voyez très clairement sur ce graphique. Vous voyez deux choses sur ce graphique. Vous voyez le franchissement d'un pic pour le pétrole conventionnel. Je vais m'attarder 2 secondes sur le distinguo conventionnel-non conventionnel. Puisque derrière, vous voyez l'essor derrière de la forme la plus importante de pétrole non conventionnel, c'est-à-dire qui est géologiquement, physiquement différente du pétrole conventionnel, que l'on appelle, de façon impropre, mais c'est pas grave, le pétrole de schiste. Shale oil, en anglais. Okay, donc là, ce que vous avez matérialisé sur l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire l'histoire de l'essor de la superpuissance américaine, un pic en 1970, puis un déclin presque symétrique, qui dure en tout cas de 1970 à 2008, et au sortir de la crise de 2008, un boom sans précédent d'une nouvelle forme d'hydrocarbures, une nouvelle forme de pétrole qu'on va choper dans des formations géologiques un peu différentes de celles des réservoirs, on appelle ça comme ça, des réservoirs de pétrole conventionnel. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Alors ça, c'est sous terre. Là, de 1970 à 2000, et en fait, 2010, et en fait, ça continue en sous-jacent, le déclin du pétrole conventionnel a continué après 2010, eh bien, ce sont les puits de pétrole conventionnel du Texas, de l'Oklahoma, de la Louisiane, oui monsieur, qui déclinent, qui se tarissent. Oui, oui, le terme technique qu'on utilise, c'est extraction. Le rythme annuel d'extraction de pétrole conventionnel a cru pendant la première moitié du XXe siècle, est passé par un maximum en 1970, et depuis n'a cessé de décroître, malgré, ça il faut souligner ça, malgré les tout petits progrès en géophysique ou en traitement du signal qui ont été accomplis entre 1970 et aujourd'hui. Ça n'a pas permis de contrer cette évolution de la production de pétrole conventionnel. Ouais. En 1960, avant, vous savez combien valait le baril en dollars constants, tiens, même. En gros, entre le choc pétrolier de 1973, et évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un lien très très fort, à mes yeux, entre le pic du conventionnel en 70 et 73. Si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est à mon avis absolument crucial de comprendre ça. Vous pouvez les regarder sur Internet, notamment ce que j'ai écrit, puis vous pouvez essayer de le faire réfuter après. Pour l'instant, je n'ai pas été réfuté sur ce lien, 70-73. Le prix du pétrole a énormément augmenté, en fait. Énormément augmenté. Et le choc pétrolier, précisément, c'est un choc de prix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aller chercher le baril marginal avec le prix tel qu'il est avant 73. Donc ça, ce sont les phénomènes. Vous voyez, finalement, la puissance humaine, c'est l'effectuation de la puissance humaine, pour moi, c'est un empilement de problèmes qui sont d'abord des problèmes physiques, puis des problèmes techniques, puis des problèmes ou des questions industrielles, c'est-à-dire techniques à nouveau, puis économiques et finalement, en guise de superstructure, des problèmes organisationnels above ground, comme aiment dire les pétroliers, sociétaux, politiques, ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas raccord sur l'intégrale de ces problèmes-là, notamment si vous ne regardez pas ce qui se passe physiquement, techniquement, industriellement, il y a peu de chances que above ground, tout en haut de la superstructure, vous soyez capable d'impulser des évolutions pertinentes. Je vous invite à aller regarder le travail j'y pense parce que vous l'aviez évoqué, d'un historien qui s'appelle Fressoz, qui explique ça très très bien, beaucoup mieux que moi.
l'inertie en fait, des systèmes techniques qui sont beaucoup plus têtus que la volonté, que ce qu'aimerait bien la volonté, pouvoir faire la volonté humaine. Alors, je continue sur ce graphique. Donc, un pic, un déclin, un essor d'une autre forme d'énergie. Entre les deux, je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'est passé un truc qui est à mon avis absolument décisif, qui est un symptôme dans ce diagnostic, qui est l'invasion de l'Irak. C'est pas moi qui le dis, c'est notamment l'ancien patron de la Banque centrale, Alan Greenspan, très connu à l'époque, qui a dit « Je ne comprends pas trop pourquoi on esquive ce fait, on a envahi l'Irak pour mettre la main sur, pour prendre le contrôle du golfe arabo-persique qui recèle les plus grandes, les plus vastes et les plus faciles réserves d'énergie fossile. » Il n'y a pas que lui qui l'a dit. Le patron le responsable militaire localement lors de cette invasion l'a dit, peu après avoir pris sa retraite. Dick Cheney, vous voyez qui c'est Dick Cheney? C'était le vice-président de George Bush Jr. Avant ça, il avait été patron du Pentagone. Entre les deux, il a été patron d'Hallyburton, qui est l'une des plus grandes sociétés de services pétroliers. Il a dit ça 2 ans avant l'invasion de l'Irak. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, hélas, il faut souligner que Donald Trump, lorsque Obama a organisé le retrait des troupes américaines d'Irak, a dit « c'est une imbécilité, si ça avait été moi, j'aurais annexé une bonne fois pour toutes ce pays dont on a besoin ». Donc les Américains ont une vision tout à fait, vous avez vu la phrase de Calvin Coolidge, ont une vision tout à fait pragmatique de tout ça, sans fausse pudeur, si j'ose dire. Si j'aurais matière à parler très très longtemps de ça, je vous renvoie à plein de trucs, notamment mon bouquin, mais pas que. Si vous pouvez chercher les mots-clés Iran Gate ou Dual Containment, si vous voulez regarder un peu dans le détail, le cauchemar absolu qui s'est déployé pour permettre aux États-Unis de pérenniser leur puissance entre le début du déclin de la production et l'invasion de l'Irak. Regardez l'Iran Gate, par exemple. Vous ne comprenez rien à cette histoire d'Iran Gate, qui est une histoire tortueuse, si vous n'avez pas ça en toile de fond. Je n'ai pas le temps de m'étendre. Parce que l'histoire avance, l'heure tourne, mais l'histoire avance aussi. Et aujourd'hui, on a un président américain, l'héritier de Calvin Coolidge, l'héritier de Roosevelt, l'héritier de Bush, dont la doctrine énergétique s'appelle, il aime bien appeler un chat, comme vous l'avez remarqué, domination énergétique. Domination énergétique. Là, il est en photo avec le roi actuel d'Arabie Saoudite. C'était pendant son premier mandat. Il ne vous aura pas échappé que le destin de l'Ukraine et fondamentalement de l'Union européenne se décide aujourd'hui à Riyad entre les deux autres plus grands exportateurs mondiaux de pétrole. L'Arabie Saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole, premier producteur. Et les 2 autres plus grands producteurs, ce sont Poutine, ceux qui ont la main, peu ou prou, qui ont un certain contrôle sur cette puissance de production de pétrole, ce sont Vladimir Poutine et Donald Trump. Voilà pour donner un aperçu en dézoomant de la gravité du problème posé lorsqu'on parle de transition, de sortie des énergies fossiles, dans le cas d'un continent qui est dépourvu de sources abondantes et faciles de puissance, c'est-à-dire d'énergie fossile, par excellence. Alors, notre diagnostic général, compte tenu de cet aperçu que je vous ai donné, et de d'autres aspects, qu'on défend depuis notre origine en 2010, c'est qu'il y a un nouveau régime géopolitique, géostratégique, qui se déploie, et c'est la grande différence avec le XXe siècle, il se déploie sous contrainte. Je vais y revenir. La limite qui a été touchée sur le conventionnel, qui a été touchée par le premier producteur mondial, par les États-Unis, en 1970, a été touchée au niveau mondial par l'industrie pétrolière dans son ensemble, sur l'entièreté du globe. Un pic de production, je vais vous le montrer, a été franchi pour le pétrole conventionnel au niveau mondial en 2008.
Okay, donc, de ce simple fait, on peut défendre l'hypothèse que les puissances qui s'expriment, les volontés de puissance qui s'expriment sur Terre, qu'elles soient économiques, politiques, militaires, s'effectuent dans un nouveau régime proche de la limite. Ce qui n'était pas le cas avant le pic du conventionnel, du pétrole conventionnel en 2008. Proche, qui voisine des limites physiques relatives, voire absolues. Pour nous, du coup, tarder dans la décarbonation et ignorer son absence de contrôle sur des ressources abondantes de pétrole et de gaz, pour l'Europe, ça consiste à se placer d'elle-même dans une position géostratégique extrêmement vulnérable. En n'étant pas capable de passer d'un système présent qui est proche de contraintes, le système actuel, ce que M. Pouyanné, le patron de Total, appelle le système A, c'est-à-dire le système dépendant de bout en bout d'énergie fossile, soit de gré à cause du réchauffement climatique, soit de force parce qu'on est contraint dans notre accès à l'énergie, il faut arriver à transitionner, à franchir le col qui nous sépare de ce système A à un système B qui, lui, qui ne voisine pas des limites, qui est d'emblée contraint, qui est contraint en source, et je vais développer tout ça, abondante et pas chère d'énergie alternative décarbonée, contrainte dans l'accès à un certain nombre de ressources critiques permettant de déployer ce système B, et contrainte, in fine, en un certain nombre de compétences. Donc vous voyez, les tonnes, les joules et les gens. Ce système B, il est pour nous d'emblée, en tout cas pour l'Europe, il est clairement, sous nos yeux, contraint. Et donc du coup, c'est ça le diagnostic et il faut en tirer les conséquences. Alors je vais d'abord déployer le diagnostic un peu en détail. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que j'étais trop long sur le début. Et puis je donnerai quelques éléments de thérapeutique, tels qu'on la voit en tout cas nous. Et puis ensuite, discutons-en. Alors, premier élément, le système présent est d'emblée contraint, voisine des contraintes de plus en plus fortes, qui s'expriment soit de gré à travers l'impératif qu'on se donne éthique de stopper la catastrophe climatique, soit de force. Vous voyez, vous retrouvez Charybde des Scylla, parce que l'Europe a un accès limité, contraint, au pétrole et au gaz. Alors, peut-être que ça va en décevoir quelques-uns d'entre vous, je vais quasiment pas vous parler de changement climatique ce soir. Je considère que c'est une raison suffisante, enfin, c'est intellectuellement une raison suffisante, c'est une raison éthique éminente, mais malheureusement, elle ne suffit pas, de fait, à embarquer la transformation historique qu'il conviendrait, juste au nom de cette première contrainte carbone, de faire. Alors, je vais vous parler de la seconde contrainte carbone. Pourquoi est-ce que l'Europe est contrainte dans son accès à l'énergie? Le gaz naturel. La mer du Nord... Ah, j'aurais dû poser une question là. Est-ce que vous savez quelle est la plus grosse ressource d'hydrocarbures en Europe de l'Ouest? Ouais, pas mal. Et donc la mer du Nord, eh bien, c'est un cas d'école. Je vous ai parlé de la production de pétrole conventionnel aux États-Unis. La mer du Nord est un autre cas d'école, il y en a plein d'autres, d'un tarissement inexorable, plus ou moins rapide, d'une source très importante de pétrole et de gaz. Soit dit en passant, c'est le premier pétrole compliqué qu'on a développé après le choc de 73 dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on a développé la mer du Nord à partir de 73. La production de pétrole et de gaz est passée par un maximum pour le pétrole en 2000, pour le gaz en 2004. Et depuis, essentiellement, ces productions d'hydrocarbures en mer du Nord n'ont fait que décliner, malgré des investissements plus importants que jamais pour ralentir le déclin, et malgré, donc économiquement, et malgré deux, trois progrès entre-temps en géophysique et en traitement du signal.
Alors, ce déclin, moi je pense qu'il nous a mis le fait qu'on l'ait ignoré, qu'on n'en ait pas tiré les conséquences stratégiques pour la stratégie industrielle européenne, nous a mis directement dans la main, dans la mimine à Poutine. Dans la main de M. Poutine. Alors ça, c'est un truc qu'on a documenté dans un rapport qu'on a fait avant l'invasion de l'Ukraine, sous l'égide du ministère des Armées, qui est en ligne. Hein, vous pouvez aller regarder tout ça si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, ce déclin sape inexorablement la compétitivité de l'industrie européenne. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler du rapport Draghi? Rapport Draghi, donc Mario Draghi, éminent personnage politique et éminent économiste européen, a publié en septembre de l'an dernier un rapport qui a fait date, dans lequel il pose un diagnostic, à mon avis incomplet, salubre mais incomplet, sur précisément cette position extrêmement vulnérable de l'Europe. Et la figure 1 de ce rapport vous montre un écart de compétitivité endémique entre l'industrie européenne, un écart de compétitivité prix sur l'énergie entre l'industrie européenne et l'industrie chinoise et l'industrie américaine. Ça, M. Mario Draghi nous dit on a un problème de prix, donc il faut être plus compétitif. Nous, on dit non, en fait, on n'a juste pas assez de pétrole, de gaz et de charbon pour faire jeu égal en termes de compétitivité sur le prix de l'énergie avec les industries américaines et chinoises. Et il faut juste accepter ce fait de la vie physique. Et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'on croit aux forces de l'esprit. En tout cas, on croit que les forces de l'esprit peuvent balayer les lois de la physique. C'est quand même ça le sujet. Là, vous avez un aperçu de l'évolution de la production industrielle depuis l'invasion de l'Ukraine. Vous voyez, la tendance n'est pas très bonne. L'Allemagne est en récession depuis 2 ans. Son industrie est en récession, clairement. Et le facteur 1, c'est l'industrie. Et les industries les plus énergivores, BASF par exemple, le leader historique de la chimie, fait plutôt ses investissements pas en Bavière aujourd'hui. Il les fait plutôt là où précisément le gaz est pas cher, notamment du côté de Houston. Ce qui est, d'un point de vue historique, BASF, c'est pas rien. C'est encore une fois un symptôme important. Donc pour nous, dans ce choix de miser sur le gaz naturel, malgré le déclin de notre ressource locale, domestique, qui est la mer du Nord, à nous, Européens de l'Ouest, il y a une erreur stratégique absolument monumentale qui était écrite dans la physique, qui était écrite dans ce que nous racontaient les géologues, qui avaient prévu correctement le déclin de la mer du Nord dès les années 90. Okay ? Là, vous avez la part des imports venant de Russie dans la consommation de gaz européenne. Je ne vous fais pas une photo, ça parle tout seul. Quand même si 2014, c'est la Crimée, l'invasion de la Crimée. 2021, si vous regardez ces 2 dates en repère, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va le regarder. La consommation européenne de gaz entre l'invasion de la Crimée et la veille de l'invasion de l'Ukraine fait plus 20%. Okay? C'est quoi la logique derrière? Si je prends le cas de l'Allemagne, on a le choix stratégique qui est de miser sur le gaz comme une énergie de transition, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour pallier l'intermittence du solaire et de l'éolien, et pour compenser les fermetures des centrales au charbon et des centrales nucléaires. Donc vous voyez, l'Allemagne a fait, donc qui est le plus gros consommateur européen de gaz naturel, a fait augmenter d'un quart sa consommation de gaz naturel entre l'invasion de l'Ukraine et entre l'invasion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine. Okay? Il y a un sous-jacent là-dedans. Ça, c'est le choix above ground. Mais si vous m'avez écouté depuis le début, il faut regarder ce qui se passe below ground. Alors below ground, il se passe ça. Regardez la courbe en bleu sombre, tout en bas de ce graphique, elle vous montre le déclin de la production domestique de l'Union européenne de gaz naturel. Elle vous montre le tarissement de la mer du Nord. Okay? Donc qu'est-ce que vous avez? Notamment aux Pays-Bas et au Danemark. Et là, vous avez en jaune, vous avez la Norvège et le UK qui est sorti de l'Union européenne et la Norvège qui n'en fait pas partie. Mais vous voyez que la partie en jaune n'a pas augmenté. Et l'autre fournisseur comme ça, là, c'est l'Algérie,
qui n'ont pas suffisamment compensé le déclin de la mer du Nord pour répondre à une croissance de la consommation. Par contre, ce qui a augmenté très clairement, c'est la Russie. Et face à ça, effectivement, entre 2010 ici et 2022, la production domestique de l'Union européenne de gaz naturel s'est effondrée, littéralement. Et donc pour nous, l'intuition thérapeutique, très claire, c'est que décarbonation, souveraineté, même combat. Pour l'Europe, décarbonation, souveraineté, même combat. La petite croix jaune là que vous voyez, c'est la cible que nous sommes, nous tous, citoyens de l'Union européenne, donnés en termes de décarbonation côté gaz naturel. Ce qu'on appelle la cible Fit for 55. Magnifique slogan imbitable comme seule la Commission européenne est capable d'en produire. Rassurez-vous, ou hurler de terreur, je ne sais pas, cette cible, on ne la tient pas. Enfin, plus exactement, si, on la tient par récession, par destruction de demande. Pas que, mais parce qu'il y a plein d'efforts extrêmement salubres et extrêmement pertinents de sortie du gaz naturel, mais qui sont loin de suffire. Et si vous regardez typiquement le bilan carbone, le bilan des émissions de la France l'an dernier, youpi, cocorico, on a tenu nos objectifs d'une baisse de 5%. Seulement le plus gros morceau là-dedans, la plus grosse baisse relative, c'est l'industrie, et c'est un effet de récession, c'est un effet prix. C'est la production qui s'arrête. Ce ne sont pas des usines qui se décarbonent, c'est des usines qui ralentissent parce qu'elles ne sont pas assez compétitives et parce que du coup, elles perdent des parts de marché. Ok ? Ça, c'est une évolution, vous voyez, degré ou de force. Ça, c'est une évolution subie. Ce n'est pas une évolution salubre. Ce n'est pas une transformation, c'est une récession. Ce n'est pas la même chose. Ça c'est issu du travail qu'on a fait pour financé en partie par RTE, le BRGM et sous l'égide du ministère des Armées. Autre élément de ce diagnostic, contrainte gaz naturel, on a identifié que si on ne se réconcilie pas avec les Russes dans un avenir prochain, il va y avoir de la destruction massive de demande. Là, vous avez matérialisé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un écart entre la demande potentielle de gaz naturel, d'un côté, et les capacités d'approvisionnement sur le marché européen, sur le marché mondial, pardon, de gaz naturel liquéfié, LNG, ici en anglais. Vous allez regarder, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dedans, ce sont des éléments diagnostiques. Encore une fois, moi je veux lancer des conversations, lancer des réflexions. Tout ça est sur notre site. Si vous voulez aller regarder le détail, je vous invite à les regarder. Globalement, la big picture ici, c'est que même si on se réconcilie avec les Russes, ce qui n'est pas vraiment l'ambiance en ce moment-là, il y a un risque, je ne me risque pas, c'est le cas de le dire, à faire des prédictions, mais en tout cas, on a un risque de contraintes fortes d'approvisionnement sur le gaz naturel, on étant l'Europe ou le monde. Mais finalement, du point de vue climatique, c'est le même problème. Là, si vous regardez ces histogrammes, vous avez des projections de demande mondiale face auxquelles on ne sait pas vraiment complètement quelle va être l'offre de gaz naturel qui va pouvoir y répondre. Un gros morceau de ça, c'est de la demande potentielle en Asie du Sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la capacité de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de l'Indonésie à réduire sa consommation de gaz de charbon pour la compenser par du gaz naturel liquéfié importé du Qatar, des États-Unis ou je ne sais d'où. On est tous dans le même bateau. Même au niveau mondial, du point de vue de cette seconde contrainte carbone, on n'est pas moins tous dans le même bateau. Et c'est là que se rejoignent capacité en fait à pérenniser un système industriel et capacité à se décarboner. Donc là, ce qui manque, c'est, de notre point de vue, globalement, l'équivalent d'un grand exportateur mondial. Il manque un Qatar ou il manque un États-Unis pour répondre à la demande mondiale exprimée, potentielle, de gaz naturel, comme énergie de transition envisagée par énormément de gouvernements encore sur Terre.
Donc il manque, notre diagnostic, c'est sur le gaz naturel, c'est ça. Il manque un grand exportateur de LNG. Bon. De fait, concrètement, l'Europe a détourné, a absorbé, a diverti l'équivalent du Qatar qui était en 2023, et ça s'est poursuivi depuis, originellement destiné au Bangladesh, à l'Inde, au Pakistan, à l'Indonésie, et j'en passe. Et là, vous voyez, conséquence très concrète, une manif au Bangladesh de gens qui peuvent juste plus s'éclairer, se chauffer. En fait, le Financial Times vous dit là, est-ce que le Bangladesh s'est trompé? Lui aussi est victime en cascade d'une faute stratégique qui a été d'abord commise en Europe. Vous me suivez toujours? Je vous balance beaucoup de trucs là. Hein. Si c'est trop dense, il faut me le dire. Hein. Puis si je suis trop long aussi, il faut me le dire. Je continue à complexifier le problème et dans ses conséquences en cascade, le jeu n'est pas fini. Premier truc qu'a fait Modi, donc le chef d'État indien, quand Trump a été élu, il s'est assis là. Voilà, on est début 2025. Vous voyez. M. Modi dit alors pour l'instant, ce sont les Allemands, les Français qui outbid, qui surenchérissent sur votre offre à vous, Américains, de LNG. Ils sont en récession. Nous, on a les poches bien pleines. On est tout à fait prêts à négocier des contrats un peu différents, peut-être de plus long terme. Voilà. Et donc, M. Modi, il est allé faire son boulot de VRP pour exactement faire valoir ça auprès du monsieur qui prétend exercer une domination énergétique avec son ami Poutine et son ami Ben Salman sur l'ensemble de la planète. Je complexifie encore en cascade. Les data centers, l'intelligence artificielle. Moi, j'ai tendance beaucoup à m'attarder sur la bêtise naturelle, mais bon, disons que l'intelligence artificielle, c'est important. OK, vous le savez, il va falloir faire tourner un petit peu des centrales électriques pour faire tourner tout ça. Eh bien, tiens, le Financial Times, à nouveau, nous signale que il va falloir construire beaucoup de nouvelles centrales au gaz aux États-Unis. Il va falloir peut-être fermer un peu moins rapidement les centrales au gaz. Vous avez autrement dit une concurrence d'usage. Et nous, là-dedans, Européens, à nouveau, on est au bout de la branche. C'est-à-dire que s'il y a une plus grosse part de une augmentation de la consommation domestique aux États-Unis, a priori, toutes choses égales par ailleurs, ça va faire moins de volume à l'export. Okay, voilà ce genre de risque. Je ne suis pas en train de faire des prédictions, là. Je suis en train de vous qualifier un risque. Juste un risque. Je dézoome. Là, je vous ai parlé un peu de conjoncture. Si j'ai fait allusion au déclin de la mer du Nord, il y a un phénomène endémique dont le déclin de la mer du Nord est lui-même un symptôme, qui est que les gaziers trouvent de moins en moins de gaz conventionnel. Là encore, il y a une forme de risque et on redescend dans l'intégrale, on est à la base, on est sur des limites physiques. Là, vous avez une tendance qui est sur la dernière décennie, en réalité, elle est plus ancienne que ça. Une baisse tendancielle des découvertes de gaz et de liquides associés sur la dernière décennie. Rystad, donc qui est la source là, qui est l'une des sources de référence dans ce domaine-là, nous dit moi, étant donné ce que je sais de l'état des réserves et des découvertes, moi, je vois un pic de la production mondiale de gaz naturel vers 2030. D'après ce que je sais, ça, ils ont publié ça en 2023, donc c'est pas très vieux. Hein. C'est l'une des 3 sources de référence d'intelligence économique sur le gas. C'est avec eux qu'on a travaillé pour les 3 études dont je parlais, qu'on a faites sous l'égide du ministère des Armées. Et vous voyez, les courbes là, ce sont des courbes de demande. Et vous voyez, pour Rystad, il y a un risque, en tout cas. Il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des découvertes qui peuvent avoir lieu, il y a des sauts techniques qui peuvent être faits. Mais, voilà, là encore une fois, pour moi, il y a un risque qui vient se cumuler au risque climatique pour des gens qui sont au bout de la branche dans l'accès au pétrole et au gaz et qui ont à côté d'eux, en mer du Nord, un cas d'école d'un tarissement inexorable. Le pétrole. Plus de 50%, je ne rentre pas dans les détails, ce que vous dit Camembert, ce sont les sources d'approvisionnement en pétrole de l'Union européenne avant la guerre,
par pays d'origine. Vous voyez le poids extrêmement prépondérant de la Russie et de l'ex-bloc soviétique de manière générale. Pourquoi les pays qui sont en rouge sont en rouge? C'est parce que, d'après Richtat, tous ces pays-là, donc plus de la moitié des approvisionnements avant-guerre, leur production est vouée à décliner, plus ou moins rapidement, d'ici à 2030, pour des raisons fondamentalement géologiques. Big picture derrière ça c'est un élément de diagnostic absolument essentiel pour comprendre ces enjeux-là. Vous avez, alors là, il est bien ce graphique-là parce qu'il montre vraiment la tendance séculaire. Les découvertes en barres, en histogramme gris, les découvertes annuelles de pétrole conventionnel et la production ou l'extraction ou la consommation, tout ça est synonyme. Donc vous voyez que ça fait, depuis les années 80, qu'on vide le stock, qu'on vide l'entrepôt, plus vite qu'on le remplit. Là encore, pour moi, il y a un risque tout à fait clair. Là encore, malgré, je ne sais pas si j'ai mis le graphique, malgré les CAPEX, donc les capitaux investis dans le développement de la production, n'ont jamais été aussi importants que depuis l'an 2000. On n'a jamais mis autant de pognon pour chercher du pétrole. Les géologues, que moi je fréquente, j'en connais un même qui a été le patron de la production chez Total, qui en rigole. Il dit ouais, on est vraiment nul par rapport à nos prédécesseurs. C'est un fait de la vie qui plus est ancien que les pétroliers ne trouvent pas de pétrole conventionnel. On trouve en tout cas de moins en moins. Et paradoxalement, si on oublie qu'on habite sur une sphère, de manière complètement contre-intuitive, puisque, je le répète, entre-temps, et comme vous le savez, depuis les années 50, depuis les grandes découvertes, notamment autour du golfe arabo-persique, la force de l'esprit, la puissance de l'esprit a fait 2-3 avancées techniques dans le traitement du signal et dans la géophysique notamment. Voilà une limite physique à la croissance. Ça donne quoi? Je vous ai parlé, je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai affirmé, je ne vous ai pas montré le graphique, c'est pas bien. Je vous ai dit, il y a eu un pic du pétrole conventionnel en 2008. Les découvertes sont de plus en plus faibles, donc assez logiquement, la production devrait passer par un maximum. Ce maximum a été franchi, nous dit l'AIE, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, en 2008. Vous le voyez ici. Enfin, vous le voyez, vous l'apercevez. En tout cas, on est sur un plateau. On peut dire, l'AIE dit explicitement, l'a même répété, compte tenu de ce qu'on sait de l'état des réserves de conventionnel, c'est un pic, c'est un maximum qui a été franchi en 2008. Il n'y a aucune raison de s'attendre, compte tenu du déclin effectif de la mer du Nord, du golfe de Guinée, de l'Azerbaïdjan, du Mexique, du continent africain dans son entièreté, enfin de beaucoup de zones sur Terre. Il est très peu probable, compte tenu du déclin des découvertes, qu'on sache re-remplir la baignoire qui se vide côté extraction, production, consommation. Okay. Et vous voyez là l'essor du shale oil, des pétroles non conventionnels de manière générale. Donc la fête n'est pas finie et l'industrie pétrolière mondiale n'a pas rendu les armes. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Mais en tout cas, il y a à nouveau un risque, une limite absolue qui semble avoir été franchie, en tout cas d'après la source de référence internationale qui est l'Agence internationale de l'énergie, sur le pétrole conventionnel, c'est-à-dire sur les 4/5 de l'offre. Sur les 4/5 de l'offre. Et sur le pétrole facile, celui qu'on sait exploiter depuis l'époque où M. Rockefeller disait qu'il n'avait pas besoin de scientifiques. OK ? Autre élément de risque, parmi les pays qui voisinent le déclin, ben, il y en a un, éléphant dans la pièce, qui s'appelle la Russie. Ça fait de l'aveu même du Kremlin, depuis plus de 10 ans, que l'on considère que la Russie est un producteur, ce qu'on appelle un producteur mature. Vous êtes familier, c'est important dans les industries d'extraction, vous savez, mature, ça décrit un truc très précis. La mature, quelqu'un sait? Non? Ok. Un producteur mature, alors là c'est vrai pour n'importe quelle ressource finie, c'est un producteur dont on estime que dans l'état de l'art,
et dans les conditions économiques vraisemblables, notamment de prix, ce producteur est proche de son maximum. C'est-à-dire qu'il a vidé la moitié de ses réserves extractibles dans l'état de l'art et dans des conditions vraisemblables économiques. Ok ? Bon, bah, alors vous avez des matures anciens, la Norvège, les États-Unis, oui, les États-Unis pour le conventionnel, le UK, et puis vous avez des matures qui, à un moment donné, alors il y en a deux là-dedans, l'Arabie Saoudite et la Russie, sont objectivement considérés comme des producteurs matures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très très loin. Ils peuvent avoir, on peut rajouter des pailles dans le verre, on peut faire des découvertes auxquelles on ne s'attendait pas, mais globalement, ils sont, surtout vu leur échelle, bon, plus c'est gros, plus l'échelle de temps est importante, hein, plus voilà, la durée de la maturité peut parfois être prolongée quelques années, quelques décennies. Mais en tout cas, la Russie est de l'aveu même, enfin c'est un fait de la vie, les découvertes en Sibérie occidentale ou dans le bassin de la Volga déclinent. Et donc la Russie est un producteur mature. Ça, donc c'est notre première source d'approvisionnement avant-guerre. Je viens de dire une bêtise là. Vous l'avez entendu ? La Russie est toujours notre première source de brut. C'est simplement que ce pétrole est blanchi, ce thor noir est blanchi par des raffineurs en Asie. Mais il revient, sinon ça voudrait dire qu'on aurait abattu 30% de notre consommation. Alors il y a eu des compensations, mais elles sont très faibles. Et le gros de la production de brut, c'est un secret de Polichinelle, revient en Europe, simplement il est blanchi par des raffineurs indiens qui se sont fait une spécialité de ça depuis l'époque soviétique. Ça, c'est l'évolution de la production de la Russie, telle que la voyait Reichstadt avant-guerre et après-guerre. Enfin, depuis l'invasion, plus exactement, pardon. C'est-à-dire, compte tenu des sanctions économiques imposées à l'industrie pétrolière russe, normalement, ils vont avoir plus de mal à ralentir un déclin réputé inexorable à terme de la Russie. Alors ça, c'est une projection qui vaut ce qu'elle vaut. Ils sont pas trop mal. Là, ça a été produit en... Ça date un peu, ça doit être 2000... juste après l'invasion, ça doit être 2022. Pour l'instant, on est en 2025, c'est pas mal. Et vous voyez que, là encore, on est au bout de la branche. On ne maîtrise pas notre destin. Tant que, de manière audacieuse et cohérente et systématique, on ne décarbone pas pour le climat, on a toutes les chances d'être rattrapé par ce genre de phénomène. Vous avez compris que ça s'est déjà passé pour le gaz. À partir du moment où vous faites le constat que l'industrie européenne est en récession à cause du prix du gaz, en fait, il ne faut pas confondre la température du malade avec sa maladie. Ce n'est pas le prix du gaz. C'est le fait qu'on est contraint dans notre accès au gaz naturel. Vous me suivez ? C'est hyper important ça, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc finalement, il y a une fenêtre comme ça. Si on regarde en termes conceptuels, enfin très méta, il y a une espèce de fenêtre de transition entre le temps qu'il nous faut pour échapper, et c'est une fenêtre qui se referme, entre le temps qu'il nous faut pour stopper la catastrophe climatique, et le temps qui court derrière nous. Moi, j'aime bien la courbe bleue, j'aime bien appeler ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment bien le Tour de France ou les courses cyclistes, j'aime bien appeler ça la voiture balai des politiques climatiques. Vous voyez ce que c'est une voiture balai ? C'est une voiture, enfin c'est un wagon, c'est un fourgon qui ramasse les coureurs qui ont calé dans l'Alpe d'Huez. Voilà. Voilà le diagnostic du point de vue du pétrole, du gaz. Alors maintenant, il faut aller vers un système qui, à notre avis, est d'emblée contraint, qui ne voisine pas la contrainte, mais qui est d'emblée contraint dans l'accès aux énergies décarbonées, alternatives, s'entend, un certain nombre de métaux, matériaux critiques qui vont permettre notamment de faire cette transition, et un certain nombre de compétences clés pour réussir cette transformation. Alors, je vous donne un aperçu de ça, sans doute qu'il y a des éléments, là encore, de diagnostic que vous connaissez. Alors, les énergies systèmes bas carbone, ils ont ceci de commun. Je disais que les énergies fossiles étaient des énergies faciles. Eh bien, la contraposée, enfin l'inverse de cette proposition, c'est que les autres sont difficiles. Que vous soyez pro-nucléaire, pro-renouvelable, pro ce que vous voulez, d'un point de vue systémique,
il faut accepter le fait que tous les systèmes alternatifs de production d'énergie non fossile à niveau de production, à niveau de consommation égal, sont plus compliqués. Ce que je disais tout à l'heure sur un système électrique, a fortiori un système électrique entièrement bas carbone, versus un réseau, plus de pétrole, raffinerie, pipeline, terminal pétrolier, station-service. Ce système A, pour reprendre l'expression de Pouyanné, est plus simple et plus robuste que le système B. Ça se voit très clairement. Et puis, heureusement, c'est un élément de diagnostic consensuel parmi les experts en France, notamment grâce au travail de RTE. Et je dois le dire avant, grâce à notre travail, l'influence qu'on a eue sur RTE. Donc oui, c'est plus compliqué au même niveau, à niveau de consommation égal. Donc là, je vous donnais un aperçu parmi beaucoup, malheureusement, de cet élément symptomatique. Là, vous avez les rythmes de déploiement d'après RTE nécessaires pour le solaire, selon les différents scénarios, du plus nucléaire au plus renouvelable, de gauche à droite en orange. Et puis là, à droite, vous avez les rythmes historiques. C'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on veut en mettre beaucoup pour une composition de problèmes physiques, techniques, industriels, économiques, sociaux, ce que vous voulez. Sociopolitiques, sociaux, ce que vous voulez. OK ? Voilà un aperçu. La big picture de RTE, très intéressant graphique. Le premier qui est dans le résumé aux décideurs dans Futur énergétique 2050. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire des fiches. C'est vraiment un must-read pour des gens qui veulent se spécialiser dans le domaine de l'énergie, de manière générale. Bon, il y a beaucoup à dire sur ce truc-là. D'abord, la sobriété systémique, qui est écrite là. Vous voyez, comment on fait pour passer dans la même société de 1600 TWh à 1000 TWh avec beaucoup d'inconnus en chemin déjà pour atteindre les 1000 TWh. Il y a de l'efficacité, ok, ça c'est le coup de bol qu'on a, c'est que, à nouveau, un moteur électrique est plus efficace qu'un moteur thermique. Piouf, heureusement on a ça, on ne l'a pas décidé, mais c'est un fait. Il est plus efficace, coup de bol. Mais there's only so much l'efficacité peut faire. Et une fois qu'on s'est dit notre système de santé tel qu'il est bigorné aujourd'hui, c'est 10% des émissions, donc c'est peu ou prou 10% de la consommation de pétrole, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on pérennise un système de santé dans une société développée comme la nôtre, en allant au-delà de « ah ben il n'y a qu'à passer les ambulances, il n'y a qu'à mettre des ambulances électriques ». En fait, là, on s'apprête à publier un rapport sur le bilan carbone des industries de santé, vous le savez ou pas, mais tout comme l'agriculture, les industries de santé transforment beaucoup de pétrole, ne serait-ce que sous forme de plastique, mais pas que, loin s'en faut. Donc voilà, comment est-ce qu'on réussit ce tour de force historique, plus qu'historique en fait, inouï, consistant à passer d'un système reposant sur des sources d'énergie faciles à des sources d'énergie compliquées, tout en maintenant la même qualité de vie, quoi que vous mettiez derrière cette notion de qualité, c'est là qu'est la grande question peut-être éthique, comme vous le savez. Mais en tout cas, à retenir que cette qualité de vie, qu'on soit ironique ou pas, qu'on mette des éléments objectifs derrière ça, ben on le doit beaucoup à l'abondance énergétique. Ne serait-ce qu'à travers l'évolution des rendements agricoles depuis un demi-siècle. Contraint sur des métaux ou des minerais critiques. Le cuivre est un bon exemple de ça. Le cuivre est omniprésent dans les systèmes électriques, vous le savez. Eh bien, la production existante, d'après l'Agence internationale de l'énergie, la production existante plus les nouveaux projets de cuivre, eh bien, c'est mature. Ça décline. Nous dit l'AIE. Je ne suis pas allé regarder. Hein. Moi, là, je ne sais pas. Mais l'AIE nous dit que si je regarde le Chili, plus la Bolivie, plus la Chine, plus ce qui existe, plus les nouveaux projets, c'est, en tout cas, c'est pas la fête au village.
Et la demande, vous la voyez, ce sont les différents scénarios, net zéro, et puis les autres. Ben voilà, il y a un ciseau. Si je regarde, moi j'aime bien, je suis journaliste, on ne se refait pas, j'aime bien regarder ce qui est écrit dans l'actualité. Et là-dedans, le FT, c'est pas mal, le Financial Times. Et ben, j'ai l'un des patrons du premier producteur mondial, en tout cas, à vérifier, je crois que c'est le cas, la Société nationale chilienne, qui nous dit deux choses. Et on manque de mines pour répondre à la demande, il va y avoir de la destruction de demande. Nos mines n'ont jamais produit aussi peu depuis 25 ans. Bon, ok. Ok, bon. L'uranium, au Shift, on est plutôt pro-nucléaire. Je ne veux pas pour autant esquiver la question qu'il y a un problème de ressources. Je vous invite à aller regarder un rapport très intéressant qui a été produit par le Sénat, notamment avec des gens qui sont pro-nucléaires, qui attirent l'attention sur des risques de contraintes, compte tenu de ce qu'on sait de l'état des réserves et de l'état de l'art. Si ça vous intéresse, il y a un mot-clé là qui s'appelle la surgénération, qui pourrait éventuellement, mais moyennant une politique industrielle ad hoc, qui pour l'instant est virtuelle, nous affranchir en partie de cette limite qui, avec la génération actuelle de réacteurs, semble... Alors j'en ai discuté avec le patron d'Orano, il me dit que n'importe quoi, mais bon... Moi, j'aime bien qualifier des risques plutôt que me fier à des prédictions, surtout quand les prédictions sont faites par des gens qui ont un vested interest. Typiquement, le patron d'Orano auquel je faisais allusion là, à l'instant, bah, lui, à cause des Russes, à cause de plein de trucs, il a perdu accès au Niger. Et ça l'embête beaucoup. Vous voyez, comme il le dit. Vous voyez, une souveraineté, décarbonation. Assurer des sources pérennes d'énergie pour effectuer la puissance qu'on a envie d'effectuer. S'entend puissance la vôtre, la mienne, hein. Ce qui m'a permis, ici, sans courir 40 bornes, de venir vous parler, vous voyez, depuis le centre-ville de Paris. Il y a 40 bornes? Peut-être un peu moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là? Ouais, bon, ben voilà, encore un titre du FT qui parle de lui-même pour qualifier ce risque. Alors là, vous avez une composition, c'est pas qu'un phénomène physique ou géologique, vous avez une composition de problèmes above ground et below ground. Évidemment, là, au milieu, il y a la politique russe vis-à-vis du Kazakhstan et de la Chine qui a un programme nucléaire qui est en très, parce qu'eux, ils aimeraient bien aussi se décarboner pour le climat et je pense surtout essentiellement pour leur souveraineté économique. Ils ont le plus gros programme nucléaire en cours de construction, c'est des volumes conséquents d'uranium. Donc il y a une concurrence d'approvisionnement. On a, vu de l'espace, ou en tout cas vu de ce rapport du Sénat, une limite absolue possible dans l'accès à l'uranium, et puis des concurrences d'usage. Vous voyez? Above ground, below ground. Pour finir, les compétences. Bon là, je vais aller plus vite parce que c'est la société que vous connaissez, société française, qui a eu l'incurie, l'inconséquence de se laisser d'elle-même se désindustrialiser. Je ne sais pas si parmi vos parents, oncles et tantes, il y avait des gens qui peu ou prou étaient dans l'industrie, mais il s'est passé quelque chose depuis, c'est qu'on a perdu un savoir-faire. Est-ce que vous savez ça? À votre avis, la réponse est un peu dans la question, comme souvent les questions rhétoriques. Le rythme de déploiement des nouvelles centrales nucléaires qu'on envisage et qu'avec beaucoup de difficultés, on espère tenir dans les 15 ans qui viennent. Est-ce qu'il est inférieur ou supérieur au rythme de déploiement des réacteurs nucléaires dans les années 80? Eh non. Eh non. On n'est pas foutu de faire aussi bien que nos parents dans les années 80. Dans les années 80, au début des années 90, on arrivait à sortir jusqu'à 5 réacteurs par an. C'est pas juste des ingénieurs, hein. C'est pas juste des problèmes de prix. Si vous avez dans votre famille des gens qui sont soudeurs, qui sont tuyauteurs, qui sont robinettiers, eh ben, demandez-leur ce qui s'est passé depuis un quart de siècle. La réponse va être un peu très claire et à mon avis un tout petit peu agacée. Je vous donne un aperçu de ça. Ça c'est RTE.
Alors RTE, ils sont passés de l'état des lieux, avec ce travail que vous connaissez sans doute, Futur énergétique 2050, donc il y a un travail de prospective, à l'exécution d'un programme d'équipement historique, essentiel pour l'avenir de notre pays. Autrement dit, ils sont en train de tirer des câbles de partout, et ils ont des problèmes de partout. Pas que des problèmes, mais là, si vous avez leur matrice de contraintes dans l'accès à un certain nombre de savoir-faire techniques clés, bah, il y a beaucoup de rouge, hein, sans rentrer dans le détail. Voilà, et ça, c'était 2024. Voilà. Un aperçu de la politique. Je suis encore... je ne sais pas à qui je m'adresse, je continue encore un peu. J'essaie de... Je vais aller très très vite là-dessus parce que c'est intéressant d'en discuter surtout. Et puis j'ai été beaucoup trop long, beaucoup trop bavard. Donc, aperçu de la méthode thérapeutique, que nous on défend en tout cas. On a une approche qui est résolument physique de l'économie. On parle de dimension objective, des tonnes, des joules, des gens. Moi, un euro, je ne sais pas ce que ça mesure. Un bonhomme ou une bonne femme qui sait faire, qui ne sait pas faire, qui pourrait peut-être savoir faire demain, ça je sais ce que c'est. Une tonne, un joule, moi je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez. Ça, ok. Donc toutes les transformations qu'on décrit, on les décrit exclusivement dans cette dimension-là. Des tonnes, des joules, des gens. Les euros là-dedans, moi, en tout cas, je ne veux pas que ça soit en entrée de raisonnement. Nous ne voulons pas que ça soit en entrée de raisonnement. Et par parenthèse, la conversation commence et s'épuise aujourd'hui sur les euros. Je ne dis pas que les euros, ce n'est pas important. Hein. Je dis que ça n'épuise pas le problème, loin s'en faut. Bon, rappelez-vous, et vous le savez, vous êtes parfaitement bien placé pour le savoir, le problème est une composition, un empilement, plus exactement, je pense. Cette image vaut ce qu'elle vaut, d'un problème physique, puis technique, puis industriel, puis économique, puis socio ce que vous voulez. Voilà. Donc nous, notre point de vue, il faut une stratégie d'un mot, il faut une stratégie du faible. Il faut une stratégie du faible, du vulnérable en tout cas. Entendez-moi bien quand je parle de stratégie du faible. Je ne parle pas de faible d'un point de vue éthique, encore moins moral. L'Europe est très forte de ce point de vue-là. Par contre, dans l'accès à l'énergie, dans le système géopolitique sous contrainte tel qu'il est organisé, tel qu'il est structuré, tel qu'il part d'abord des plus grands producteurs d'énergie et de puissance, nous sommes, encore une fois, au bout de la branche. Donc, pour échapper à cette nasse, pour franchir l'Alpe d'Huez et passer peut-être dans un autre col différent, une vallée différente, il nous faut une stratégie du faible qui consiste à travailler sur des objectifs ciblés et exclusifs, autrement dit, on ne pourra pas tout faire. Donc ça veut dire des politiques industrielles ciblées, couplées avec des politiques de la demande qui mettent comme principe la hiérarchisation des usages. Autrement dit, à nouveau, on ne pourra pas tout faire. Alors, une illustration parmi beaucoup de ça dans nos travaux. Voilà. Si on n'a pas assez d'électricité, si on n'a pas assez d'énergie ou de matériaux pour maintenir le système tel qu'il est organisé, du point de vue de la consommation, eh ben, il faut le transformer. Et en fait, non seulement la boîte à outils est prête, mais le diagnostic le diagnostic et la méthode thérapeutique, si je prends l'exemple de la mobilité quotidienne, pour prendre l'exemple le plus quotidien, le plus tangible, il est parfaitement possible, moyennant des investissements qui n'ont rien à voir avec l'argent que la nation a pu mettre dans les réseaux d'autoroutes ou dans les lignes TGV, de permettre aux gens, y compris à la campagne, de se déplacer autrement que tout seul dans un SUV qui soit thermique ou électrique, à condition d'investir de manière cohérente, audacieuse, dans des politiques publiques, dans des politiques de déplacement qui permettent d'offrir cette offre alternative. On a une démonstration par l'absurde de l'innocuité d'un raisonnement qui commence et qui se termine par les euros, avec la plus grande crise sociale qu'on a eue en France depuis 1968, qui n'était pas tout à fait une crise progressiste, mais qui était une crise à la lettre et sans jugement de valeur réactionnaire, de gens qui réagissent à une proposition.
J'ai nommé la crise des gilets jaunes. Je vous colle une taxe carbone, vous allez acheter une Tesla. Non. Non. C'est pas comme ça que les choses se passent. Si vous me permettez de me déplacer autrement, autrement dit, si j'ai l'offre notamment de transport en commun qui me permet de faire les 10-15 bornes que la moitié de la population fait au quotidien pour aller bosser ou chercher les gosses à l'école, alors peut-être que je pourrais envisager de me déplacer autrement. Et idem pour comment je bouffe, dans quelle industrie j'encourage mon gosse à aller, ou dans quelle activité j'encourage mon gosse à se former. Donc voilà, vous l'avez. C'est ça qu'on pense. Merci beaucoup. J'ai été vachement trop bavard. On dit toujours qu'on va être court, et puis c'est un grand classique. Non, je vais être bref. Et d'ailleurs... Alors, on va maintenant passer à la séance de questions, s'il y en a. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Il y a le coup d'envoi, là. Non, c'est ça. Il n'y a que des fans de foot, là. Et le coup d'envoi, c'est à 9h. Hein. Je crois, m'a-t-on dit. Non, mais ça tient bon au dernier rang, donc je suis content. Salut les gars. Déjà, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Merci pour votre patience. J'ai deux questions. Déjà, la première, vous n'avez pas du tout parlé du charbon comme énergie fossile. Vous avez uniquement parlé du gaz naturel et du pétrole. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire dessus ? Ouais, plein de trucs. Il y a vraiment deux pays en Europe pour qui c'est vital. Aujourd'hui, c'est toujours l'Allemagne et la Pologne. Il y a plein de trucs à dire. Je peux vous dire par exemple que le bilan carbone du LNG, qui est aujourd'hui notre planche de salut, est peut-être pire que celui du charbon. Il y a une étude notamment d'un ponte de l'université de Brown qui a fait un bilan carbone du LNG, c'est-à-dire notamment avec le processus de liquéfaction très énergie intensive de liquéfaction et de refroidissement et de regazéification. Il est évident que quand cette liquéfaction est faite du côté de Corpus Christi ou de Houston, elle est très très carbonée. Voilà, donc ça c'est un point. Qu'est-ce que je peux dire ? Ah si, ça c'est très important. Il y a probablement une limite physique sur le charbon. Pas partout. Pas partout. Le ratio réserve sur production, en Russie, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, en Australie, il est de plusieurs siècles. En Chine, si vous allez regarder dans le Statistical Review of World Energy, qui est un doc accessible en 3 clics, qui fait partie des docs de référence pour avoir des ordres de grandeur comme ça, le Statistical Review of World Energy, le ratio réserve sur production de la Chine, qui veut tenter un chiffre ? 40 ans. C'est-à-dire que la Chine produit des quantités tellement invraisemblables, extrait des quantités tellement invraisemblables de charbon, que, à nouveau, je qualifie un risque, je ne fais pas une prédiction, il n'est pas impossible que l'un des mobiles de la stratégie de transition chinoise, ce soit un peak coal. Et du reste, c'est un truc, si vous avez la curiosité d'explorer ça, il y a pas mal de gens qui ont écrit là-dessus. Moi, j'ai interviewé sur le blog que j'avais à l'époque au Monde, un universitaire chinois qui publie beaucoup dans des revues tout à fait respectables, qui estime qu'il y a clairement une maturité de la production qui n'est pas évidente, hein. Mais en fait, il faut regarder les ordres de grandeur. Ce que la Chine extrait, c'est complètement... C'est dingue, en fait. Et donc, du coup, voilà. 3 réflexions que je peux avoir comme ça spontanément. Il y aurait beaucoup à dire, hein, bien sûr. Ok, et deuxième question. Je reviens sur les solutions potentielles que vous avez apportées plutôt vers la fin de la conférence. Et notamment le dernier exemple que vous avez pris sur les transports. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous proposez concrètement, parce que vous avez parlé d'investissements massifs pour permettre aux gens de continuer à se déplacer tels qu'ils se déplacent actuellement. Pas avec le même véhicule. Donc ce serait des transports en commun C'est une composition intelligente, pertinente selon le lieu.
le dénivelé, la densité, le niveau de vie, que sais-je, tout ça est très, on a des très bons ingénieurs urbanistes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très mûr comme savoir. Et là encore, vraiment, la boîte à outils est prête. Et la démonstration qu'a fait le Shift, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Et justement, c'est un confort, c'est que c'est convergent. Il y a assez peu d'endroits, y compris en grande banlieue, où, moyennant, encore une fois, des investissements qui ne sont pas pécuniaires d'un point de vue financier, qui ne sont pas gigantesques, de développer une composition intelligente, faisant fonctionner bus, train, vélo, covoiturage. Et véhicules plus petits, plus légers, moins puissants. Si vous êtes déterminé, parce que vous êtes face à une évolution que vous considérez comme inexorable, délétère évidemment pour le climat, mais aussi pour votre souveraineté économique, si vous êtes déterminé à miser là-dessus, il n'y a aucune espèce de raison de se dire que ce n'est pas possible. Je veux dire, dans un pays qui, il y a un demi-siècle, quand il n'y avait plus un seul pont entre Le Havre et Paris, s'est dit on va reconstruire les ponts. Enfin, je veux dire, on n'est pas démunis, hein, mais il faut avoir un peu de suite dans les idées, quoi. Et je pense que la mobilité quotidienne. Alors quand je disais se déplacer de la même manière, en fait, ce à quoi je faisais allusion, c'est le fait que, y compris à la campagne, la distance médiane, c'est. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne m'en voulais pas, je me trompe peut-être mais elle est de l'ordre elle est de moins de 20 bornes. Donc, moins de 20 bornes pour des gens qui sont à peu près en bonne santé dans un système de sécurité sociale qui ont envie de faire des économies, c'est d'avoir une population globalement en meilleure santé, eh ben, grimpez sur un vélo, les mecs. Mais grimpez sur un vélo, individuellement, et puis la République, bonne mère, qui sur chaque spot de pub nous dit privilégiez la marche ou les vélos. L'économie et l'énergie est notre avenir, économisons-la. Eh ben, qu'elle ait un peu de Suisse dans les idées. Qu'elle facilite, comme c'est en train, alors ce n'est que symbolique parce que ce n'est que Paris intramuros, comme Paris est en train de manière symbolique, et donc epsilonesque en termes de bilan carbone, de le faire de manière magnifique, je trouve, symboliquement, à Paris. Moi, je ne suis pas particulièrement sportif, je suis sûr qu'il y en a d'autres comme moi dans la salle. Faire 15 bornes, même 20 bornes, même 30 bornes de vélo par jour, quand on a entre 21 ans et 65 ans, voilà. J'aime bien ce que disent les Danois. Les Danois disent, ou je ne sais plus si c'est les Anglais, ils disent il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Bon, il n'y a pas que le vélo, hein. Le vélo, mais c'est une composition intelligente de tout ça. Et puis il y a un travail symbolique là encore. Aujourd'hui, c'est là qu'on est sur la superstructure. Dis-moi, s'il y a 50 ans, tu n'as pas ton SUV, tu as raté ta vie. C'est ça qu'on vend systématiquement. Moi, j'ai 50 piges, j'ai jamais eu de bagnole, je m'en fous. Et vous êtes d'une génération qui peut dire, on s'en fout en fait. C'est pas ça le sujet. Alors, j'ai une question qui découle un peu de celle qui vient d'être discutée, vis-à-vis du coup de cette nécessité de remodeler les transports en commun par exemple et les manières de se déplacer dans les villes pour les mobilités pendulaires notamment. Est-ce que du coup le Shift Project pense à un remodelage de la structure entre ruralité et vie citadine du coup en France, voire même à échelle plus globale, et du coup quid d'un deuxième exode rural ou d'une redensification de certaines zones pour permettre ces mêmes investissements en transport? On essaie d'être pragmatique au Shift. C'est-à-dire qu'on essaie d'être sur le premier coup. Mais c'est clair qu'on a un horizon de temps. L'échelle des transformations, elle est au moins générationnelle. Quand on parle d'urbanisme, on parle de 2 générations. Donc, je verserai vite, et d'ailleurs ça nous est arrivé, dans l'utopie, en disant que, ben oui, revitaliser les centres urbains dans des villes qui sont désertées, de Montélimar à je ne sais pas, à Morlaix, ou je ne sais pas, ben ouais, il y a un enjeu qui est intéressant. Il y a un enjeu d'intérêt général qui va bien au-delà du carbone, qui est intéressant. Je vous ai donné l'exemple de Los Angeles. Toute la structuration urbaine du XXe siècle est, je ne vous apprends rien, modelée de bout en bout par l'abondance énergétique et par la bagnole individuelle. Si on réfléchit à une évolution qui est inexorable, alors cette évolution, transformation de l'urbanisme, elle se fera de gré ou de force. Il vaut mieux qu'elle se fasse de gré, et là encore, on a plein d'outils intéressants et plein d'expériences concrètes intéressantes sur le territoire français et ailleurs
qui sont plutôt porteuses d'espoir. Moi j'ai une question qui traite notamment des financements de toute cette transition énergétique, parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'investissement, etc. À quel point est-ce qu'avec le Shift, vous êtes présent et écouté auprès des autorités sur les questions de transition et de transformation nécessaires du système financier? Je souris parce qu'on a des débats assez âpres en interne sur ce point, qui est un point de stratégie. Je vous disais, on a fait le choix délibéré de ne... Il n'y a pas vraiment d'économistes au Shift, stricto sensu. Des gens qui savent bien naviguer dans des problématiques qui se chiffrent en euros et pas en tonnes, en joules ou en bons hommes et bonnes femmes. Néanmoins, il se trouve, et c'est heureux, qu'il y a des sources complémentaires, enfin complémentaires au sens où elles nous font écho. Je pense notamment à I4C, I4CE, ou à Bercy aujourd'hui, où il y a une division du Trésor qui est dédiée à dimensionner des besoins d'investissement notamment. Je pense également à Rexecode, qui est proche du MEDEF, ou au rapport Pisani-Ferry. Ces 4 sources que je viens de vous citer tombent sur des ordres de grandeur en besoin de financement, en besoin d'investissement, sur un certain nombre de domaines clés, pas tous, qui sont convergents. C'est bon signe. C'est bon signe. Autre bon signe, autre bonne nouvelle en tout cas, il y a beaucoup d'épargne en France. Il y a beaucoup d'épargne, notamment sous forme de contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, avec les mécanismes de marché, cette épargne ne sait pas... Enfin, l'environnement d'affaires, l'environnement de marché, fait que cette épargne va assez peu dans de la formation brute de capital fixe. Les ordres de grandeur, je crois, d'après ce que j'ai compris, c'est moins de un huitième de toute l'épargne qui va dans construire des trucs productifs, dans de la formation brute de capital fixe. C'est ballot. C'est ballot. Une bonne partie de l'épargne est mobilisée outre-Atlantique pour revenir faire des investissements en Europe. C'est ballot. Voilà. Donc moi, je ne suis pas spécialiste. Je dis juste, il y a un sujet. Il y a un sujet où, si encore une fois, si on est cohérent et audacieux, si on est convaincu qu'on est face à un enjeu historique inexorable, le business as usual, en fait, c'est un domaine symbolique pour moi, le domaine monétaire. Contrairement aux tonnes, aux joules et aux gens, quand tu parles d'argent, tu parles d'une convention. Donc pour moi, quand vous avez remarqué, quand je parle de transition sous contrainte, je ne mets pas les euros là-dedans. Pour moi, les euros ne sont pas un facteur de contrainte. En tout cas, ce n'est pas le premier qui tombe sous le sens. Et on voit très bien dans des évolutions très, très rapides, des aggiornamento très puissants qui ont été faits notamment par l'Allemagne, qui est historiquement très prudente là-dessus. La manière dont ils ont mobilisé, je crois, 500 milliards d'investissements sur les années qui viennent, sur l'armement et sur des infras, notamment le train, en quelques jours. Ça veut dire qu'on est dans un domaine symbolique. L'avantage du domaine symbolique, c'est qu'il est mobile. C'est pas le cas des systèmes physiques. L'inertie n'est pas la... Enfin, la nature de l'inertie, il y a des phénomènes d'inertie, mais... Alors pour le coup, je parle de mon domaine de spécialité. Il y a des évolutions qui sont très contre-intuitives et parfois très rapides, qui peuvent être... Ça ne tombe pas sous le sens en ce moment, mais qui peuvent être très salubres. Je sais qu'en ce moment, c'est pas ça qui s'impose comme constat. Encore merci pour la conférence. Par rapport à ce que vous aviez marqué sur la slide, est-ce que vous auriez quelques exemples concrets de politique publique industrielle et de la demande que vous considérez comme étant les plus urgentes? J'ai parlé de la mobilité. Là, j'ai surtout parlé du côté demande. Il y a un côté industriel. Si on avait un champion des petits véhicules, des véhicules ou des champions, ou si on avait une politique industrielle misant sur les véhicules intermédiaires et sur les véhicules légers, moins rapides, moins puissants, ça serait intéressant. Si on avait des champions de l'industrie, une résurgence de quelque chose qui existe, qu'on n'a pas perdu, sur le rail, sur le fret, ça serait formidable, avec une politique industrielle proactive qui capitalise sur ce qui existe déjà. L'industrie lourde aussi, il y a des trucs intéressants. Et là encore, l'élément qui est intéressant, c'est ciblé et exclusif. Si on est contraint en production d'énergie bas carbone et notamment d'électricité,
alors il faut faire des arbitrages, à la fois côté usage et donc côté production. Côté usage, ça ne veut pas dire forcément l'usage final, ça veut dire la filière industrielle. À quoi on répond? On répond à, si je prends l'hydrogène par exemple, si je sais que faire de l'hydrogène par électrolyse avec de l'électricité bas carbone, de fait, ça sera contraint. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette un électron décarboné sur de l'hydrogène pour faire marcher des camions ou de l'hydrogène pour faire des engrais azotés? Le rendement des réactions chimiques qu'il y a derrière te dit clairement c'est l'engrais azoté, c'est qui est intéressant. D'un point de vue économique, c'est aujourd'hui le méthane dont on a besoin pour faire Fischer-Tropsch, c'est beaucoup du gaz russe. Et c'est une partie significative de notre balance, de notre déficit commercial. Ce genre d'arbitrage-là, on peut les réfléchir en euros, on peut les réfléchir en tonnes, on peut les réfléchir en joules, et il y en a plein qui sont intéressants. Et c'est un peu ce que j'illustrais rapidement là, sur le slide d'avant. En fait, je l'avais là. Bon, c'est un aperçu, mais c'est... Ce genre de raisonnement-là, c'est ça la base pour moi d'une réflexion d'un couple politique industrielle ciblée, politique de la demande, ayant pour principe une priorisation des usages. Et le SGPE, j'y reviens, a documenté ça très très bien, beaucoup mieux que nous. Enfin, ils ont utilisé le même prisme que nous, ils ont même revendiqué de l'utiliser. Et vous pouvez aller regarder notamment une présentation qui, bon, j'espère qu'elle est toujours sur leur site, même si le SGPE est en perte de vitesse actuellement, sur l'électricité, sur l'énergie. Il y a 2 slides, 2 diapos là, qui